Bonjour à tous, merci d'être présent à ce live LinkedIn. Comment optimiser la qualité des données avec l'intelligence artificielle. Donc, je présente Ricardo Fernandez, responsable acquisition chez Digitalant. On va attendre un tout petit peu que les autres participants puissent se connecter. En attendant, je vais vous partager quelques informations utiles pour la suite. Donc, le déroulé du webinaire qui va durer, la présentation va durer 45 minutes avec une partie questions-réponses qui va suivre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. On y reviendra plus tard dessus. Et le webinaire, donc le live meeting, sera enregistré. Donc, il y aura un replay que l'équipe se chargera de vous envoyer à la fin de ce webinaire. Donc voilà, j'espère que le sujet va vous plaire. Je suis accompagné de mes deux chers collègues, donc Pascal Corotti, directeur général adjoint chez Digitalant, lui, IA, et de Nour Chéri, data scientist, aussi qui travaille aussi dans le développement de notre produit IA. Voilà, je vais donner donc la parole à mes deux speakers et je vais m'enlever de la scène. Donc c'est à vous, mes chers collègues. Bien, bonjour à tous. Nous sommes effectivement Pascal Corotti et moi-même nous de Digitalant. Donc, Digitalant, c'est un éditeur de logiciels qui développe la solution IA présentée ici. Donc c'est une solution qui est transverse, c'est-à-dire une solution d'IA transverse qui permet de résoudre ou de gérer certaines initiatives ou de faire certains cas d'usage d'intelligence artificielle. Donc on gère à peu près tous les canaux, on est en no-code. Et donc, c'est un véritable outil d'expérimentation. Et donc, pendant ce webinaire, on fera une démonstration de comment on réalise un cas d'usage, justement, pour vous montrer un petit peu qu'on peut tirer comme valeur par rapport à la qualité des données. Voilà, et donc je suis accompagné d'Humour, qui fait partie de mon équipe et qui s'occupe effectivement de toute la partie cas d'usage. Et aujourd'hui, on est à peu près à plus de 100 cas d'usage réalisés par rapport à ça. Donc, on a une expérience assez forte là-dessus. Donc ça, Ricardo vous l'a annoncé, donc il vous réserve une petite surprise à la fin. Donc, Ricardo, je te repasserai la main là-dessus. Voilà, alors commençons par le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la qualité de données versus votre entreprise. Donc ça, c'est un vaste sujet, mais un sujet extrêmement sensible et important. On va voir un petit peu quels sont les enjeux et quelles sont les conséquences d'avoir de la data qui est de mauvaise qualité. Donc là, on voit les grands acteurs du consulting, donc Gartner, McKinsey, nous alertent effectivement sur cette partie en disant que, bien effectivement, 70% des entreprises citent la qualité des données comme un plus gros problème. Alors moi, je dirais, par rapport à nos expériences, que ça se découvre une fois qu'on demande à nos clients est-ce que vous avez un cas d'usage, donc là, ils nous définissent, et puis après, quand ils nous fournissent les données et qu'on les regarde, effectivement, là, ça devient un petit peu plus complexe, et là, ils prennent conscience de toute la problématique. Voilà, effectivement, il y a de l'incohérence qui peut arriver dans les données, on verra pourquoi tout à l'heure. Il y a des montants importants, un coût important qui est lié à la mauvaise qualité de la donnée. On peut perdre des clients si on travaille mal avec sa donnée, on a une mauvaise donnée, une mauvaise décision, par exemple. Et puis, on va passer beaucoup de temps au niveau de l'IA, notamment au niveau des data scientists. Là, on annonce 45%, mais de notre expérience, on peut monter jusqu'à 70% de problématiques là-dessus et de temps passé à cause d'une mauvaise qualité de données. Alors, si on regarde un petit peu les données qui sont concernées, alors évidemment, ça, c'est toutes les données de l'entreprise. Donc, l'objectif là, c'est de voir un petit peu, par notre expérience, quelles sont les problématiques de qualité qu'on peut rencontrer. Donc, sur les données clients, ça s'améliore beaucoup parce que avec le customer centric, avec le cycle de vie du client, on commence à vraiment avoir pas mal d'informations. Donc, on peut vraiment travailler bien dessus. Alors, évidemment, il faut vérifier toutes les informations, il faut les contrôler, et puis évidemment, il ne faut pas utiliser des informations interdites, notamment dans tout ce qui est CRM. Sur les produits ou services, on s'aperçoit là aussi que c'est plutôt un manque, enfin, il y a beaucoup d'informations, mais pas forcément toutes sont représentées ou toutes sont agglomérées, pour pouvoir bien travailler dessus. Les données financières, je dirais que c'est celles où on a le plus de facilité à travailler dessus, tout simplement parce que je pense que les moyens ont été mis depuis longtemps sur cette partie-là. Voilà, et puis les données RH,
Là aussi, il faut être extrêmement sensible. Aujourd'hui, on est sollicité, beaucoup sollicité sur des problématiques de RGPD, hein, notamment des risques. Lorsque je reçois un CV pour une prestation, est-ce qu'il est bien anonymisé ou pas? Est-ce que l'IA peut m'aider là-dessus? Et puis, avec l'arrivée de l'IA générative et des bases de connaissances, on en parlera tout à l'heure, on a un gros challenge aujourd'hui sur les données documentaires, c'est-à-dire on découvre effectivement qu'il y a des données qui sont exclusivement présentes dans ces documents et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de les agréger, de les agglomérer dans le système d'information. Et donc, comment on va aller les chercher, comment on va pouvoir les valider, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Alors, on a aussi une autre problématique, c'est qu'effectivement, ces données proviennent de différentes sources. Donc, on peut être confronté à des doublons, hein, donc comment on peut dédoublonner l'ensemble. On verra que l'IA peut nous aider là-dessus. Des informations obsolètes, hein, pour faire part d'un vécu là-dessus, au niveau notamment des traitements des RIB. On a toujours le RIB de l'entrée en relation, en tout cas la signature du contrat. Et puis après, la production, est-ce qu'on a bien le dernier RIB à jour et tout ça? On a plusieurs clients qui sont organisés maintenant en cellules RIB spéciales pour vraiment valider cette partie-là et puis aussi évidemment pour éviter la fraude, puisque si je reçois X RIB, peut-être qu'il y a une potentielle fraude. Les données incomplètes, hein, des systèmes d'information qui n'ont pas été pensés pour être agrégés. Hein. Évidemment, on ne pense pas à tout de suite. Et puis, les données qui peuvent être aussi alimentées, par exemple, je pense aux synthèses de contrats à partir de documents. Il peut aussi avoir des incohérences dans les différentes informations. On verra tout à l'heure un cas d'usage où il y a pu. Alors, finalement, c'est quels sont les différents besoins en qualité de données, hein, qu'on peut avoir, et puis aussi quelles sont les typologies de données. Donc la base, évidemment, c'est le système d'information. Hein, c'est lui qui fournit le carburant en données au niveau de toute l'entreprise. Et en fonction de sa qualité, de son évolution, on va pouvoir avoir des choses qui sont maîtrisées ou moins bien maîtrisées. Là, pour la petite histoire, on a dû intégrer pour un client donc une blockchain à l'intérieur de notre outil. Donc ça va un peu plus loin que l'IA, tout simplement pour aller récolter au niveau de l'ensemble de ses fournisseurs, l'ensemble des données, les agréger, avoir un cycle de vie de la donnée maîtrisée et ensuite pouvoir la traiter au niveau de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, quand on capte cette partie-là, on a véritablement de la donnée de qualité et de confiance qui peut être partagée. Voilà, donc là, on va voir un petit peu sur toutes ces données, qu'est-ce que l'IA peut apporter. Mais il y a aussi les données pour faire fonctionner l'IA. Là aussi, il y a des particularités à prendre en compte. Alors, on a deux types d'IA aujourd'hui. Hein, donc, l'IA générative, très connue dans les médias et en utilisation personnelle d'ailleurs. Et puis, il y a l'IA générale qui, elle, est un peu plus ancienne. Hein, donc, les deux ont effectivement des caractéristiques particulières. Donc, l'IA générale, on pourrait retenir la phrase pas de data, pas d'IA, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de données, vous ne faites pas d'IA générale avec. Alors, l'IA générale, elle ne supporte pas les valeurs manquantes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un jeu de données à l'intérieur et puis de temps en temps, il manque une valeur sur chacune et tout, et bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous présenter devant un algorithme qui va, lui, avoir des problèmes puisqu'il n'a pas l'information. Donc, on verra que c'est un véritable problème au niveau de l'IA générale. Il faut aussi obtenir une sélection de données optimisée, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner toutes les informations du système d'information pour voir si le modèle va apprendre, mais bien de le cibler par rapport au cas d'usage que le métier souhaite. Et là, forcément, il va falloir faire des choix. Et vous verrez que l'utilisation d'un outil qui permet d'expérimenter rapidement est vraiment un atout important. Ensuite, il faut s'assurer d'une bonne représentativité. Hein. Voilà, comment ça se voit? Simplement, je veux prédire, par exemple, sur une certaine tranche d'âge, et dans mon jeu de données, j'ai toutes les tranches d'âge. Donc là, il va bien falloir filtrer sur cette partie. Donc là, il faut travailler sur ces données, il faut que l'outil qu'on utilise puisse être partagé par le métier, partagé par les data scientists, partagé par l'informatique, pour que justement, on travaille beaucoup cette partie-là. D'ailleurs, cette partie, on a beaucoup travaillé avec l'Université de Berkeley qui nous a bien aidé sur cet aspect-là. Et puis, bien sûr, un bon équilibre des classes. Donc, ça veut dire quoi? Simplement, si vous avez plusieurs fournisseurs et que vous voulez prédire quelque chose sur ces fournisseurs, s'il y en a un qui représente 90% de vos données, vous imaginez bien que pour les autres,
lorsque vous allez faire prédire, il y en aura un qui aura pris le dessus sur l'autre. Voilà, donc c'est ça l'équilibrage. Pour l'IA générative, donc là c'est un peu différent, mais bon, on cherche quand même à avoir de l'exactitude. On sait que l'IA générative s'entraîne sur des milliers, des milliers, voire des milliards d'informations qu'elle récupère sur le web. Et donc, forcément, elle va récupérer des fausses informations. À moins d'être capable de les filtrer en amont, pour pas polluer le modèle, eh bien, ce que j'ai retenu dans la presse, j'ai plus la source, mais que une information fausse, il fallait en apprendre 9 vraies pour finalement qu'elles n'apparaissent pas dans le modèle. Ensuite, vous avez sûrement dû en entendre parler, les LLM ont des hallucinations, hein, c'est-à-dire que des fois, ils proposent des choses qui sont fausses, ce qui est un peu gênant. Et puis, surtout, c'est qu'on ne peut pas obtenir la référence dans les réponses fournies, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle source ils ont utilisée pour produire la réponse. Donc ça, dans le milieu professionnel, c'est un peu gênant. Mais heureusement, on a la méthode, une approche qui nous permet de pallier à ça, qui est le RAG. Hein. Qu'est-ce que le RAG? En fait, on va constituer en fait une base de connaissances à partir de documents. Et puis, en fonction du prompt de la question qu'on aura posée au LLM, on va passer cette fois-ci en IA générale pour aller rechercher tous les paragraphes, tous les contenus qui peuvent se rapprocher de notre question. Et on va dire au LLM, écoute, va chercher dans ces réponses. Et donc, là, qu'est-ce qu'on récupère? Donc, on borne finalement la réponse à cette connaissance. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la source sur laquelle il s'est appuyé pour répondre. Donc là, c'est plus fiable. Par contre, bien sûr, on constitue une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est à partir de documents. Et les documents, on sait qu'on a toutes sortes, de type email, de type scanner, de type voilà. Et donc là, on retombe sur la qualité de données en termes de tout ce qui est resérisation, par exemple. On verra tout à l'heure un exemple pour lequel on a pu pallier à le problème de sérisation. Alors, les cas d'usage finalement sur lesquels l'IA peut améliorer la qualité de données. Alors, on a la détection automatique d'anomalies et d'incohérences. Ça, c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre à l'IA. Ça, c'est une anomalie, ça n'est pas eu. Et puis ensuite, l'IA va pouvoir nous alerter. Hein. Donc, sachez quand même que, là j'insiste là-dessus, hein, l'IA c'est probabiliste, ce n'est pas déterministe. Hein, donc, c'est plutôt vous proposer un résultat. À partir de là, il faudra être en capacité soit de le prendre tel quel, soit de le challenger, bien entendu. Évaluation de la similarité, là aussi c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est utilisé pour les doublons, mais on utilise aussi, un de nos clients nous a demandé de l'utiliser pour enrichir en fait, comment dirais-je, valider plus des recherches entre catalogues. C'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui fournit une pièce, cette pièce elle a une photo par exemple, puis une référence, une dénomination, mais elle n'est pas dans le catalogue référencé des pièces réalisées dans le compte. Donc on va pouvoir aller dans le catalogue référencé et ne pas s'appuyer uniquement que sur les références ou la désignation, mais on va pouvoir aussi faire de la similarité sur des images. On voit qu'on va pouvoir apporter de l'information pour renforcer la qualité des résultats de ce que l'on peut avoir, notamment en comparaison au niveau des données formelles. Extraction d'informations, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc on va aller chercher soit à l'extérieur, soit dans des documents, par exemple, ou dans des images. On va pouvoir traduire une image, par exemple, en texte, pour aller enrichir un de données. Vérification de la conformité, donc ça aussi c'est intéressant pour aller regarder, par exemple, on demande, c'est d'aller voir si, par exemple, il y a une clause de confidentialité dans les contrats, est-ce qu'il y a des pénalités dans les appels d'offres. Voilà, donc ça, on va être capable d'aller regarder un petit peu toutes ces parties-là. Standardisation, c'est aussi très intéressant parce que on va pouvoir, par exemple, à partir d'une matière de données particulière qui a un certain format, pouvoir apprendre à l'IA à la formater. Par exemple, à partir de RP différents, on va être capable de converger vers un seul format pour pouvoir utiliser de façon globale toutes ces informations. Enrichissement de données, j'en ai parlé. Et puis alors, stade ultime, on va potentiellement pouvoir prédire des valeurs manquantes. Donc ça, c'est finalement de l'IA qui va travailler sur un jeu de données et qui va être en capacité finalement de combler les valeurs qui n'ont pas pu être
récupérés par le système d'information. Donc, on verra tout à l'heure cette partie-là qui est quand même assez sensible et à certains prérequis. Voilà. Donc, voilà un peu pour poser le décor. Maintenant, je vais commencer déjà un peu à en parler d'exemples d'exemples concrets qu'on a eu. On va vous en présenter quelques-uns. Donc déjà, la classification intelligente des factures fournisseurs. Alors là, c'est un client qui avait un problème en fait sur la mise en place d'une solution d'OCR qui, pour lui, était un demi-échec, puisque il n'était pas en capacité de récupérer toutes les informations qu'il souhaitait et qu'il avait demandé dans son appel d'offres. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il n'arrivait pas à prédire, en fait, en tout cas, à classer ces factures de façon formelle, puisque le libellé de la facture et le contenu n'était pas au niveau de l'OCR, n'était pas correct. On ne peut pas faire de comparaison informatique. Il n'y a pas d'égalité entre les mots-clés ou les valeurs. Donc, ça impose finalement qu'un humain, quelqu'un, finalement, mette la prestation à la main. Donc, on est bien dans des factures papier qui sont scannées ou qui sont reçues par mail, qui ont été scannées préalablement. Donc, on est obligé de faire tourner l'OCR, donc c'est le client qui l'a fait. Et puis, on a effectivement le type de prestation qui a été saisi manuellement. Donc, ça, c'est très bien. Ça nous a fait un très beau jeu d'entraînement. Et donc, on peut entraîner nos modèles d'IA pour lui apprendre, en fait, à partir d'un libellé qui n'est pas correct au niveau syntaxe, de reconnaître le fait quelle est la prestation principale. Donc là, effectivement, c'est une plateforme IA. Donc, l'IA a été capable de classer automatiquement, avec un taux de réussite très intéressant qui était 99%. Donc là, finalement, sur un lot de 50 000 factures, on a pu nettoyer les données, analyser, et puis l'IA a trouvé le meilleur modèle qui a permis d'obtenir ces 99%. Voilà, donc conclusion, finalement, on est arrivé à faire passer ce pas et soulager le client sur cette partie-là. Et puis surtout, lui, son objectif, c'était d'aller chercher dans les lignes détails ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc, on a pu faire un deuxième cas d'usage sur les lignes détails, ce qui lui a permis de créer un nouveau catalogue fournisseur. Voilà un premier exemple où l'IA a pu améliorer la qualité de l'ensemble. Un deuxième, alors lui, c'est un contre-exemple, c'est-à-dire que le cas d'usage a échoué. Donc, en fait, le but, c'était d'entraîner l'IA à la détection, l'identification, la correction d'erreurs. Alors, le client, en fait, avait, toujours d'ailleurs, plus de 50 ERP différents. C'est pas un petit client, effectivement. Et bien, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a extrait des informations de ces 50 ERP, les a consolidées, en fait, dans un seul jeu de données. Et par rapport à ça, il voulait qu'on aille chercher s'il y avait des anomalies à l'intérieur. Alors, premier problème, déjà, c'est que il a sorti son ERP avec des caractéristiques différentes par ERP. Le fait de consolider l'ensemble de ces jeux de données a fait apparaître des valeurs manquantes, puisqu'il y a des valeurs qui n'existaient pas dans tel ERP, etc. Et du coup, à la fin, malgré ces 11 lignes, on s'est retrouvé avec quelque chose qui est inexploitable, à cause des valeurs manquantes. Deuxième problème, c'est que son jeu de données contenait très peu d'anomalies. Donc, forcément, à l'œil nu, au niveau humain, on avait du mal déjà à trouver où est l'anomalie. Penser qu'une intelligence artificielle va avoir encore plus de mal à la trouver, à tel point qu'on a fait un calcul, il nous aurait fallu 5 10 puissance 28 lignes du jeu de données. C'est 5 avec 28 zéros derrière, c'est quand même assez énorme pour arriver à pouvoir entraîner quelque chose. Et encore, on n'était pas sûr d'avoir les bons résultats. Autre problème aussi, c'est que quand on sélectionnait une ligne en anomalie, on pouvait en trouver 3 autres qui potentiellement n'étaient pas en anomalie, avec très peu de contraste. Donc très peu de contraste, beaucoup de difficultés à reconnaître ces anomalies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, on s'est positionné trop en amont, en aval, pardon, du problème. Il aurait fallu remonter à la source de l'ERP et l'IA, en fait, tout à fait capable, à partir des données fournies par l'ERP, de pouvoir la standardiser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc de lui apprendre finalement à la mettre sous un format particulier pour que l'ensemble des données que l'on a soient exploitables par l'ensemble. Voilà, donc ça a été la leçon finalement de ce cas d'usage, remonter au plus près des ERP pour le. Bon, je parlerai rapidement aussi de l'enrichissement de données avec l'IA. Donc, on a vu que les données manquantes, ce n'était pas possible. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer, en tout cas pour compléter des valeurs manquantes. Mais alors là, il faut faire très attention parce que les algorithmes d'IA qui sont utilisés ont des prérequis
Et donc, il faut véritablement s'assurer que les données qu'on va remplacer respectent ces prérequis, c'est-à-dire des séquences, par exemple, des périodicités, des choses comme ça. Donc là, c'est assez à mettre entre les mains de data scientists et de spécialistes, mais sachez que ça existe, et d'ailleurs, dans notre outil MEDIA, on a plusieurs algorithmes qui peuvent le réaliser. Ce que je vous propose, c'est de faire un cas d'usage pédagogique, donc pour vous montrer un petit peu comment on travaille avec notre outil IA, donc, qui, comme je le disais, est une solution no-code. Donc, ça permet véritablement de rassembler en fait autour de notre plateforme un métier qui va pouvoir voir les résultats, mais aussi forcément des profils type data scientist, voire la DSI, qui va pouvoir se rendre compte aussi de l'évolution de ce cas d'usage. Donc, à l'intérieur de cette plateforme qui possède 70 algorithmes d'IA, aussi bien d'IA générale que générative, puisqu'on peut mixer l'ensemble des IA pour obtenir un résultat, on va pouvoir nettoyer, vous verrez comment nous, on va vous présenter ça et nettoyer le jeu de données qu'on va vous présenter, enrichir, comprendre, extraire, transformer, voilà, toute cette partie-là, et puis après on passe à l'intelligence artificielle, où on va pouvoir détecter, par exemple, des anomalies, prédire des comportements, classifier, générer, pouvoir segmenter. Voilà. Donc, le cas d'usage qui a but pédagogique ici, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en pratique. Donc là, c'est le besoin du client, c'est un responsable marketing. Il souhaite connaître effectivement la satisfaction de son client. D'abord pour le fidéliser et puis ensuite pour éviter qu'il s'en aille. Donc effectivement, à l'arrivée, c'est bien de prédire la satisfaction du voyageur juste après la fin de son vol, donc sans lui demander. Pour ça, on a OK le fait de marketing, donc il a créé un formulaire, un questionnaire qu'il a pu fournir lors de différents voyages pour collecter de la donnée, voilà, et pour permettre l'apprentissage de l'IA. Voilà, il a eu la main assez lourde puisqu'il a créé 23 critères. Il ne faut pas oublier quand même que quand on est en expérimentation, après, il faut quand même passer à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire que dans ce cas-là, il faudrait produire les 23 critères d'évaluation systématiquement au niveau de la DSI. Ça peut poser une complexité. Et puis aussi, finalement, on se pose la question, mais est-ce que on a besoin de ces 23 critères? Alors, les objectifs. Donc, l'objectif pour le marketing, c'est de déterminer si avec ce jeu de données, l'IA finalement peut prédire la satisfaction client. Et puis surtout, quelles sont les variables clés, c'est-à-dire les insights, qui ont influencé le plus cette prédiction. Là, tout à l'heure, on vous posera une petite question là-dessus, puisqu'on peut se livrer à l'exercice avant de voir le résultat. Et pour la DSI, quand même, c'est d'optimiser le jeu de données, c'est-à-dire est-ce que finalement ces 23 critères qui sont valables pour prédire, d'abord, est-ce que ça va prédire déjà, et puis est-ce que les 23 critères sont nécessaires, ou est-ce que je peux en prendre moins? Et si j'en prends moins, forcément, je réduis la complexité des données, et puis je vais aussi réduire la consommation des ressources. Voilà. Alors, on va se livrer à l'exercice. Donc, vous êtes sur Maté Voyageur ou vous êtes voyageur, soit régulier au niveau des compagnies aériennes ou par épisode. À ce moment-là, voilà, par rapport à ce que je pense là-dessus, qu'est-ce qui va ça dit un peu que le modèle va apprendre, puisque on vous pose la question, mais qu'est-ce qui pour vous va être déterminant pour le modèle? C'est-à-dire, est-ce que c'est la classe, première classe, classe économique? Est-ce que ça va être par exemple les retards, retard au décollage, retard à l'arrivée? Est-ce que c'est la propreté à bord, la distance du vol, du voyageur, la nourriture, etc., etc. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à Nour qui va vous présenter en fait comment, vous présenter une vidéo sur comment, dans l'IA, on a pu traiter ce cas d'usage et puis surtout quels ont été les résultats. Voilà, Nour, je te passe la parole. Merci Pascal. Alors, donc, pour vous présenter ce cas d'usage, je vais me connecter sur mon compte MIA, donc je suis dans la partie mes compétences. Alors, mes compétences, une compétence, ça veut dire un cas d'usage. Donc ici, je vais créer mon premier cas d'usage qui est l'analyse de la satisfaction client du coup d'une compagnie aérienne, auquel je vais attribuer le module prédiction. Donc là, j'ai créé mon cas d'usage et je vais pouvoir y accéder. Avant de vous montrer l'importation des données, donc ici pour ce cas d'usage, que je vais vous présenter, on verra deux
grandes parties. Une partie où on va nettoyer et préparer la donnée afin d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle et choisir le meilleur modèle. Et ensuite, une deuxième partie où on va importer un nouveau jeu de données pour demander au modèle d'IA qu'on vient de créer de prédire la satisfaction ou non de mes. Donc ici, j'ai la possibilité d'importer différents types de données. Donc ça peut être du tabulaire, images, textuelles ou vidéo. Donc ici, on va plutôt importer des données tabulaires. Alors, les données tabulaires, c'est tout ce qui est sous forme de colonnes ou lignes, comme par exemple un Excel ou un Google Sheet. Donc ici, j'ai accès à mes données. Donc on va retrouver les 23 colonnes qui constituent du coup le questionnaire qui a été soumis au client. Ici, on va avoir accès à toutes ces données-là, mais surtout à notre variable qui nous intéresse le plus ici, c'est qui est la variable satisfaction, pour pouvoir déterminer si un client est satisfait ou insatisfait ou autre. Donc, maintenant que j'ai importé mes données, je vais pouvoir passer à la partie préparation de ces données. Là, on va pouvoir retrouver une description générale de mes données, comme le nombre de colonnes, le nombre de lignes, mais aussi les valeurs manquantes et leur pourcentage qui représente ici 0,01%. Alors, une valeur manquante, ça veut dire que c'est un champ vide dans mes données, dans mon fichier. Maintenant que j'ai vu que j'avais des valeurs manquantes, donc l'idéal, ce serait de passer à la partie préparation des données et pouvoir traiter ces valeurs manquantes. Alors là, on a la possibilité de demander à l'IA d'automatiser le nettoyage avec le mode automatique ou plutôt passer par un nettoyage personnalisé où là, je vais pouvoir choisir quel type de nettoyage je peux appliquer. Par exemple, supprimer, remplacer par la moyenne, la médiane, ou faire aussi appel à la remplissage intelligent, c'est-à-dire faire appel au machine learning pour remplir ces valeurs manquantes. Alors ici, comme on a des valeurs manquantes qui représentent 0,01%, donc qui est très petit, donc de préférence supprimer ces valeurs manquantes-là. Maintenant que j'ai préparé mes données, je vais pouvoir passer à la partie visualisation, où là, on va avoir accès à différents graphes qui vont s'adapter au type de données que je vais importer. Donc ici, on va pouvoir voir les différentes interactions qui existent entre ces différentes variables, les différentes colonnes. Donc ici, je vais pouvoir revenir au premier. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la variable satisfaction. Et là, je peux voir que mes classes, elles sont assez bien équilibrées. Donc, je vais pouvoir passer ensuite à la suite. Donc, maintenant que j'ai préparé mes données, je vais pouvoir passer à la partie intelligence artificielle, entraînement des modèles, où là, je peux avoir accès à deux modes d'entraînement. Un entraînement personnalisé qui est plutôt destiné à des personnes avec des connaissances en data science, mais aussi avec le mode automatique. Alors, le mode automatique, j'ai juste à connaître ma variable target, ma variable cible qui est ici satisfaction, je la sélectionne et je lance mon entraînement. Donc ici, Mia, elle va faire appel à tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont adaptés à mes données et elle va me sortir les 5 meilleurs modèles en choisissant bien sûr un meilleur modèle. Et ici, on va voir mon meilleur modèle à très bien appris avec un bon taux de 95% qui répond au premier objectif du marketing. Donc, on aura aussi du coup différentes métriques de validation pour bien valider ce meilleur modèle, mais aussi accès à une matrice de conclusion de ce meilleur modèle pour voir la classification de mes deux classes, si elles ont bien été classifiées ou pas, mais aussi la partie importance des variables. Alors, on avait posé la question pour savoir, selon vous, qu'est-ce qui influence le plus le taux de satisfaction des clients d'une compagnie aérienne. Et on va retrouver ici la réponse à la question grâce à la partie importance des variables. Donc, ici, on retrouve les 4 variables qui ont influencé le plus le modèle, comme par exemple le online boarding, qui est l'enregistrement en ligne avec une note de 0 à 5, le in-flight Wi-Fi service, qui est l'accès Wi-Fi dans le vol avec pareil une note de 0 à 5. La classe, si c'est une classe business ou économique,
et le time portal qui est le type de voyage personnel ou business avec le pourcentage de comment cette variable a influencé mon modèle. Écoute, merci. Bon, on voit qu'on a ces informations. Donc, en fonction de ce que vous avez pu imaginer ou ce que vous ressentiez par rapport à ça, par rapport à votre propre expérience, et là, en fait, ce qu'on comprend, si on regarde le côté marketing, on comprend que eh bien, le retard au décollage et à l'arrivée n'est pas si important que ça. Pourquoi? On comprend que le Wi-Fi à bord permet de travailler, donc finalement, ce temps n'est pas perdu. Donc ça, c'est vraiment des informations très intéressantes pour le marketing. Et puis, si vous avez répondu plutôt dans les valeurs du bas, comme quoi le genre était pouvait rentrer là-dedans. Si vous étiez côté marketing, c'est perdu. Par contre, côté DSI, c'est plutôt gagné parce que finalement, le genre n'intervient pas. On pourrait éventuellement supprimer cette donnée. Alors, grâce à l'IA, effectivement, on pourrait le faire et puis réitérer pour voir si le modèle répond toujours bien et donc, du coup, optimiser ça. C'est le but qu'on souhaitait vous montrer. Je vais laisser nous aller jusqu'au bout de la présentation du cas d'usage. Donc ici, on a fini la première étape et là, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est de prédire le taux de satisfaction des nouveaux clients. Donc, on va importer une nouvelle base de données qu'on va pouvoir analyser. Donc ici, j'ai 2583 nouveaux clients. Sur ces nouveaux clients, on a 57% qui ont été neutres ou insatisfaits et 42% satisfaits. Donc, chacune des lignes ici représente un client et pour chacun des clients, on va pouvoir prédire s'il va être neutre ou insatisfait ou plutôt satisfait avec bien sûr à chaque fois une précision pour bien valider la classe prédite. On va pouvoir aussi passer à la partie tableau de bord où là, on va retrouver un résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, l'historique, tous les clients que j'ai importés pour pouvoir construire mon modèle avec l'IA, les nouveaux clients pour pouvoir faire cette prédiction et le taux de satisfaction. Ici, je retrouve les principaux facteurs de satisfaction, donc qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi on va retrouver différents graphes qui vont nous aider à bien expliquer ce modèle. Par exemple, ici, mon principal facteur, c'était le online boarding. Je vais pouvoir aller regarder ce graphe-là et on va voir que plus de 80% des clients satisfaits ont mis une note entre 4 et 5 pour le online boarding. Je vais retrouver du coup ici ces différents graphes qui vont me faciliter cette explication de mon modèle. Et aussi notre tableau avec tous les clients qui ont été satisfaits ou pas, que je vais pouvoir télécharger. Et je vais laisser Pascal reprendre là. Écoute, je te remercie beaucoup. On a toujours une présentation. Oui, pardon, c'est bon. Voilà, donc on vous a fait une présentation. Donc, en conclusion, là, vous avez vu qu'avec l'outil MIA, vous pouvez vraiment prendre un cas d'usage de bout en bout et puis révéler des informations assez intéressantes par rapport à tout ça. Ce que je dirais, c'est que la qualité de données, comme vous l'avez compris, est fondamentale. L'IA, on a vu, peut vraiment aider sur cette partie-là. Après, ce qu'on n'a pas abordé, c'est les coûts un peu économiques vis-à-vis des clients. Donc ça, c'est important aussi de voir que souvent, ce qu'on va corriger, par exemple, la partie OCR, c'est OK, on va libérer des profils, donc c'est intéressant. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à présenter puisque le budget avait été donné finalement pour l'OCR. Donc, voilà. Alors, il se trouve que à chaque fois, on a des cas d'usage qui apparaissent avec forte valeur ajoutée, comme là, par exemple, on a pu travailler sur la partie tout ce qui était détail facture. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait faire. Et puis surtout aussi, on va challenger sur les anomalies dans les factures fournisseurs, c'est-à-dire détecter quelles sont les factures qu'on a payées et qu'on n'aurait pas dû payer, par exemple, parce que sortait d'un contrat cadre et qu'on n'a pas vu passer. Voilà. Et donc là, effectivement, pour la direction financière, il y a des sous à récupérer, pour ne pas dire autre chose. Et donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, l'IA, effectivement, peut beaucoup aider, mais elle-même aussi, il faut retenir qu'elle a des besoins aussi en qualité qui sont assez importants et qu'elle a ses propres spécifications
qu'il ne faut pas oublier. Quand on mène un cas d'usage, eh bien, il faut bien prendre en compte tous ces aspects euh, au niveau du projet. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais, je vais reprendre la main. Merci à vous, et à tous les deux. Alors, parce que vous êtes restés jusqu'au bout, on a conçu donc, un document qui illustre plusieurs exemples de ce qu'on vient de montrer. 9 exemples sur comment l'IA peut améliorer la qualité des données. On vous enverra ce document, donc c'est un document qu'on a conçu pour vous, qui est présent à ce webinaire. On vous enverra à la fin avec le replay. Et aussi, on a conçu, créé, imaginez une offre Quick Win autour de notre produit pour vous aider, en tout cas, à expérimenter un premier cas d'usage d'IA, alors que ça soit autour de la qualité des données, mais aussi sur un autre cas d'usage, un autre besoin. Donc, il est constitué, en tout cas, donc on a imaginé ce cas d'usage pour vous faciliter l'implémentation d'IA dans votre entreprise avec notre produit. Donc, il est structuré avec un workshop au début de prise de connaissances métier de votre cas d'usage. Ensuite, on réalise aussi un workshop autour de l'échantillon de vos données qu'on va utiliser justement pour expérimenter l'IA avec votre dataset. Une préparation et un paramétrage de notre plateforme IA installée sur nos serveurs internes aussi pour une question de sécurité, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient assez souvent. Donc, ensuite, il y a bien évidemment un paramétrage du modèle d'IA pour lancer cette expérimentation, un point d'avancement intermédiaire et une réunion, bien évidemment, de bilan de restitution des résultats. Donc, de base, on propose cette offre Quick Win à 7 100 € hors taxe. Et pour vous qui êtes restés jusqu'au bout et qui participez à ce webinaire, et on vous remercie pour ça, on vous propose cette offre Quick Win à 5 300 € hors taxe. Donc, on a affiché un QR code que vous pouvez scanner pour prendre rendez-vous avec notre chère Christelle Courant, qui est notre directrice développement, qui vous expliquera en détail cette offre Quick Win. Donc, on laisse quelques instants cette slide si vous voulez scanner le QR code. Et puis, vous aurez le plaisir de travailler avec nous. Exactement, exactement. Et Pascal Corontier aussi. Oui. Aussi, il ne faut pas oublier. Donc voilà. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire dans le chat. On va les afficher. Voilà, c'est le moment de questions-réponses. Je laisse la main. Alors, moi, j'avais une question à vous poser, justement, parce que je vois qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions dans le chat. Quel conseil donneriez-vous, en tout cas, à une entreprise qui souhaite se lancer dans un projet d'IA, que ce soit pour améliorer les données ou en tout cas... En fait, on a, depuis les 3 ans, des cas d'usage, on a développé une expérience et une méthodologie qui marche plutôt bien, puisqu'elle est très stable depuis 1 an. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait d'abord une première présentation de différents cas d'usage que l'on a, qui sont pédagogiques, qui peuvent être anonymisés dans différents secteurs industriels, secteur bancaire, voilà, tout type de secteur. Et puis donc on montre les possibilités. Donc aussi bien au niveau de ce qui est ce qu'on appelle du tabulaire, tout ce qui est en base de données, tout ce qui est fichier Excel qu'on a vu tout à l'heure, qu'au niveau de l'image, au niveau du son, par exemple, on peut faire, au niveau de la vidéo, et au niveau de tout ce qui est documentaire et lié génératif. Voilà. Donc une fois qu'on a balayé ça, c'est en 1 heure et demie. Mais en fait, les personnes qui sont souvent des personnes métiers, contacts, puisque si nous donne les contacts des métiers, à ce moment-là, ils vont réfléchir et puis on revient sur un deuxième atelier. Et à ce moment-là, on leur dit, voilà, est-ce que vous avez des cas d'usage que l'on pourrait expérimenter ensemble? Et là, ils nous fournissent des idées, voire des cas d'usage, voire carrément des cahiers des charges. Ça, on a eu le cas, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, à partir de là, on va regarder, et puis surtout, on va commencer à signer un NDA, et puis on va voir s'il y a des données en face. Non, je vous l'ai dit, pas de data, pas d'IA. Donc, est-ce qu'il y a de la data? Comment elle est structurée? Donc, on prend la data ensemble, on l'analyse, et on est très transparent avec le client. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler, vous allez voir, l'outil est très, très convivial, eh bien, on va faire un atelier avec lui
et lui présenter en fait comment on a travaillé, voire même si ça va plus loin, on peut lui ouvrir un lien pour qu'il travaille lui-même sur son cas d'usage et on va lui présenter. Alors c'est là qu'on découvre effectivement les problématiques de qualité, les problématiques de données manquantes, les problématiques d'informations qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, on va lancer l'apprentissage à plusieurs reprises. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide, puisque en un quart d'heure, 20 minutes, on est en capacité d'en prendre un cas d'usage. Alors, évidemment, quand les données sont formatées correctement, bien sûr. Et donc, on va pouvoir itérer, on va pouvoir faire supprimer des colonnes, on va pouvoir utiliser d'autres algorithmes. Donc, véritablement une expérimentation assez poussée. Et là émergent effectivement des cas d'usage. Alors après, on va sur le ROI, évidemment. Le cas d'usage, il faut quand même que ça serve. Hein, on se voit pour se faire plaisir, même si ça peut être sympa. Mais bon, donc là, on regarde donc côté ROI et on essaie de fournir au client eh bien, les taux de gains qu'il pourrait y avoir. Et lui regarde de son côté par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, comment ça se passe. Et puis après, on enchaîne alors sur un POC si ça se passe bien. Et là, c'est plus la même chose. Hein, notre plateforme, elle est complètement dockerisée, hein, c'est-à-dire qu'elle est compatible tout type de plateforme cloud, tout type d'OS d'ailleurs. Et là, ou en on-premise, ça c'est aussi une de nos avantages, hein, c'est-à-dire qu'on va être près des données, on va être derrière toute la sécurité du client, donc on peut déployer en on-premise. Et là, on va au POC et on va véritablement démontrer ça. Alors, il se trouve que le studio MIA s'appuie directement sur un bac, donc il travaille tout en type API REST, et il travaille avec des microservices dockerisés. Lorsqu'on a terminé ce que nous, on vous a montré, quand on vous a montré le tableau de bord, mais en fait, vous êtes déjà en production. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité de fournir un flux quotidien, par exemple, ou tous les mois, toutes les semaines, eh bien, l'IA peut produire. Donc, en se connectant, en récupérant les datas tous les jours, vous êtes déjà en production. Donc, là, le passage à l'échelle, finalement, il est presque immédiat après l'expérimentation. C'est ça aussi la force de l'IA. Très bien, merci Pascal. J'ai une autre question aussi à te poser. Je pense que c'est une question qui revient assez souvent. Tout à l'heure, tu as parlé d'IA générale et d'IA générative. Mais souvent, les gens ils confondent un peu les deux. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu peux justement donner une explication, peut-être avec des exemples aussi L'IA générative a son succès parce que grand public, hein, c'est-à-dire on est arrivé à gommer la difficulté de converser finalement avec un outil informatique. Hein, ça gomme cette partie-là. Ça donne des informations très intéressantes. Hein. Je dirais que on utilise pour se donner des idées, pour rechercher des choses. Bon, après, il faut toujours faire attention à la véracité de l'IA générative. Et c'est un outil extrêmement puissant. Après, l'IA générale, c'est peut-être un peu plus vaste, mais aussi puissant. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, on va tout se complète en fait dans ces outils. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est que l'IA générative va peut-être nous permettre d'aider un client à démarrer parce qu'il n'a pas forcément les jeux de données qu'il faut et tout, et elle va aller rechercher de l'information, elle va aller essayer de la structurer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'un autre côté, l'IA générative, comme on l'a vu, elle a quand même quelques difficultés dans des cas d'hallucination, mais aussi dans des cas à fournir des sources. Et bien là, c'est l'IA générale plutôt qui va l'aider en allant chercher. Donc, c'est ce qu'on appelle le monté NLP, hein, tout ce qui est le travail du langage, qui va aller en fait pouvoir extraire de l'information dans votre base de connaissances pour guider l'IA générative à le faire. Voilà. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est qu'on est capable d'enchaîner donc, ces différentes IA ensemble pour répondre à un besoin client. Tu vas le faire, oui. Il y a une question de Tahar Zemouri. La supervision continue de la qualité des données dans une entreprise a une finalité de détecter des anomalies, de les corriger. La team data avec le métier définit les règles de cohérence permettant de détecter ces anomalies. Il y a une interrogation de la base de données. Les algorithmes d'IA peuvent s'insérer dans le processus. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que si on voit l'IA générative finalement comme un seul processus, en fait, l'IA sont vraiment une série d'outils. Donc oui, je réponds oui, mais évidemment, il faut tester. Et quand vous avez des données d'anomalies, vous faudrait, dans votre processus, pouvoir fournir des données à une IA. Si elle a appris, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'elle répond à votre besoin, effectivement, vous pouvez l'intégrer dans votre processus.
et elle vous apportera une dimension supplémentaire par rapport à ça. Mais toujours, il faut expérimenter. Voilà, tout dépend de vos données. Et oui, c'est pas l'IA n'est pas monolithique. Quand on parle d'un cas d'usage d'IA, c'est pour ça peut-être aussi qu'on a des difficultés à trouver des justifications financières à un moment donné, parce que on a finalement, on ne va pas traiter un problème en entier, mais on va plutôt aider sur une chaîne d'activité à résoudre certaines parties que la méthode traditionnelle ne permet pas de faire. Bon, super, merci de l'explication, Pascal. J'espère que la réponse a été claire. Super, merci pour la présentation. Donc, j'essaie de voir si dans le chat il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Ah, c'est Bruno, c'est Znek qui a dit merci à la présentation. Bah, merci Bruno. Merci Bruno. Je connais. Ouais, oui. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. On peut peut-être conclure ce live. Donc, le replay, comme je vous ai dit tout à l'heure, il sera donc envoyé. Donc, on va vous contacter, notre équipe va se charger de vous contacter. Donc, de vous envoyer le replay et aussi le document, donc avec les 9 exemples de comment l'IA peut améliorer la qualité de la donnée. Et on vous enverra aussi donc l'explication, la slide qui explique donc notre offre Quick-Win. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes si vous voulez aller un peu plus loin. J'espère que ce webinaire vous a plu, j'espère que le sujet vous a intéressé. Et merci à vous d'avoir été présent. Merci aux speakers aussi. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.